Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du C41 sylviculture. Nous sommes toujours dans la découverte des traitements et cette fois nous allons nous appliquer à essayer de comprendre la futée régulière AG. Nous allons commencer par une définition des stades concernés par ces âges plus importants. Attention, on est bien d'accord, et c'est encore plus important dans ce cours-là, que les stades dont on parle sont principalement destinés aux chênes en plaine et collines. Donc les hauteurs, les diamètres sont des données un petit peu moyennes qui correspondent à cette essence dans ces conditions stationnelles-là. Donc il ne faudra pas les appliquer sans arrière-pensée à d'autres essences comme par exemple les résineux. Donc commençons par le stade perchi qui se divise selon sa hauteur en bas perchi et haut perchi. On a à ce stade des tiges qui sont devenues rigides avec une tendance à l'individualisation et un début de hiérarchisation visible. Donc on va commencer à reconnaître les dominants, les codominants et les dominés. Donc le bas perchi qui va avoir une hauteur de 8 à 15 mètres et un diamètre de 10 à 15 cm. Et le haut perchi qui lui va atteindre 15 à 20 mètres et un diamètre de 15 à 25 cm. Ensuite, on a les stades futés, futée jeune, adulte, mûre et sénescente. Donc la jeune futée qui se caractérise donc par une hauteur qui va être au-delà de 20 mètres et par un diamètre autour de 30 cm. La futée adulte qui a un diamètre autour de 45 cm. Et là, on se rend compte que les critères deviennent beaucoup moins précis pour deux raisons. La première, c'est que la hauteur du peuplement dépend beaucoup de la station et pas seulement de l'âge. Et donc, on a un moment où la hauteur maximum peut être atteinte à un endroit, alors que sur une autre station au même âge, les autres arbres vont continuer à pousser. Et sur le diamètre, eh bien, il y a évidemment une relation directe entre la sylviculture que vous faites et les éclaircies que vous menez. Relation directe avec le diamètre, ce qui fait que des arbres assez âgés peuvent avoir un diamètre de 35 dans une sylviculture assez prudente, alors qu'ils peuvent avoir des diamètres de 45 dans une sylviculture dynamique. Donc forcément, la différence entre jeune futée et futée adulte devient beaucoup plus floue. La futée mûre, par contre, la définition est claire. On a atteint le diamètre d'exploitabilité en moyenne sur le peuplement objectif. On a également la futée sénescente, où on va retrouver des débuts de dépérissement et des descentes de cimes. Attention, normalement, on ne doit pas retrouver ces soucis-là, puisque la futée mûre est censée être exploitée. La futée sénescente va se retrouver dans les cas particuliers, normalement, d'abandon de gestion, ou de choix volontaire de laisser survieillir des peuplements dans un but, par exemple, de biodiversité, avec des îlots de sénescence. Nous allons parler maintenant de l'importance du sous-étage dans les peuplements constitués. Donc on est bien d'accord que le sous-étage est un auxiliaire sylvicole aux nombreux intérêts, qui va jouer un rôle de gainage, avec une fonction sur l'élagage naturel, en favorisant la mort des branches et leur chute, mais également en réduisant le développement des gourmands. On a par ailleurs un rôle très important dans la dynamique de l'écosystème, avec une notion de diversité des essences et de tout ce qui est inféodé à cela, comme par exemple les champignons, et également en facilitant, en améliorant le cycle de la matière organique. Donc le sous-étage est quelque chose de très intéressant en peuplement, et on peut même en arriver à vouloir le constituer dans certaines plantations. Par contre, il peut également être gênant dans certains cas. On peut penser aux brins frotteurs, qui sont des brins de sous-étage qui vont aller frotter le tronc ou le houppier des arbres objectifs, ce qui va occasionner bien sûr des blessures. Et cela peut être également une gêne aux interventions, que ce soit lors des martelages en gênant la vision ou lors de l'exploitation. Nous verrons ultérieurement qu'il est important de maîtriser le sous-étage et d'en garder la juste quantité. Parlons maintenant des travaux d'amélioration en peuplement âgé. On en retrouve deux différents. Pour commencer, on va avoir ce qu'on appelle les cloisonnements d'exploitation qui sont installés dès la première exploitation. Donc là, on en a l'exemple en peuplement planté à gauche et en peuplement naturel à droite. Dans les deux cas, ce sont des espaces destinés au passage des engins lourds. Donc cela permet une bonne valorisation économique puisque l'accès à la parcelle est facilité, surtout sur la première intervention où les produits sont de faible valeur, il faut que leur exploitation soit simple. Et cela permet également une protection des sols en évitant des problèmes de ce type-là, avec un orniérage et un tassement qui peuvent être jusqu'à très importants. Donc là, si on a un élément de ce type-là tous les 20 ou 30 mètres, ça n'est pas grave. Par contre, si ce type de souci se retrouve tous les 5-10 mètres, et là on va avoir un problème avec sans cloisonnement, une perte de fertilité des sols qui vont être tassés
et un sol qui va être rendu impropre à la régénération, puisqu'on aura un tassement, des excès d'eau, plein de soucis pour les graines qui pourraient tomber sur ces espaces tassés ornirés. Ensuite, on peut réaliser une désignation des tiges d'avenir. Le principe est alors de travailler sur un nombre réduit de tiges et d'optimiser leur amélioration en travaillant sur une mise en lumière optimale. Donc l'idée, c'est d'avoir une intervention précoce de marquage. C'est autour de la première éclaircie qu'on va intervenir, soit avant, donc ça c'est en général le cas pour les feuillus, soit après, si c'est le cas pour des résineux. Et on va marquer, on va désigner à la peinture, comme indiqué sur l'exemple à gauche, la densité finale, c'est-à-dire les tiges qui constitueront le peuplement final. Donc là, on voit ici un exemple, en rouge, les tiges qu'on aura désignées, et donc à terme, les tiges rouges seront devenues les arbres gris qui constitueront le peuplement final. On a ensuite les coupes d'amélioration, où là, l'idée, c'est d'améliorer les plus belles tiges en éliminant certains arbres. Donc on travaille dans ce qu'on appelle des peuplements immatures. Donc on va couper des arbres qui ne sont pas mûrs. Donc attention, hein, l'éclaircie, c'est bien quelque chose qui se fait dans un peuplement en croissance. Ce n'est pas quelque chose qui se fait quand le peuplement est âgé, en futé mûr par exemple. Donc on a évidemment un aspect sylvicole avec l'amélioration des plus beaux arbres. On va avoir également un aspect sanitaire aux éclaircies, avec l'élimination des malades et la gestion des cas un peu particuliers qu'on peut retrouver à cause des dépérissements. Et un aspect économique, puisque bien entendu, on anticipe la mortalité naturelle. La concurrence est limitée par l'action de l'homme, donc il y aura moins de tiges ou aucune tige qui vont mourir de mortalité naturelle, et à la place, le bois sera récolté et vendu. Donc on va récolter comme ça de l'argent tout au long de la vie du peuplement et donc échelonner les revenus à partir du moment où on commence les éclaircies. Le type de l'éclaircie, c'est le premier élément qui la caractérise et c'est la manière de marquer les arbres à enlever. Donc on va retrouver les éclaircies systématiques où on va enlever une ligne sur X, donc en général c'est une ligne sur 3, le chiffre classique à retenir. Ensuite, on a les éclaircies sélectives, où on va faire un choix individuel des tiges à enlever au profit des plus jolies. La sélective avec cloisonnement, qui mixe l'ensemble de ces deux méthodes, avec à la fois des cloisonnements qui sont marqués, donc ça tient quand même lieu d'éclaircie, mais ces cloisonnements sont relativement éloignés, 5, 6, 7 lignes de distance dans le cas des plantations, et donc entre ces lignes, on va avoir aussi une coupe sélective de manière à améliorer entre ces lignes également. Enfin, on peut faire ce qu'on appelle un détourage, où on va travailler autour des arbres objectifs qui sont marqués à la peinture et avec une mise en lumière plutôt forte du houppier. Donc là, on a en vert un peu plus foncé les arbres objectifs et en rouge les arbres qui sont autour de cet arbre qu'on va éliminer lors de ce détourage. Donc là, on a un autre exemple de ce qui va se passer. On va créer une espèce d'anneau de lumière autour de l'arbre objectif. Ensuite, on va travailler sur la nature qui indique le statut social des tiges enlevées, c'est-à-dire est-ce qu'on a enlevé des dominants, codominants, dominés. Une éclaircie par le bas intervient sur l'étage dominé. Donc elle n'a pas grand intérêt puisqu'elle ne va pas mettre en lumière des arbres objectifs. Ensuite, on peut travailler par le haut, où là on va éliminer des arbres en regardant dans l'étage dominant, codominant, et donc travailler en haut dans les houppiers de l'étage principal, et là la mise en lumière sera efficace et réelle. Enfin, on peut travailler en mixte, c'est souvent le cas, puisqu'on va principalement viser les arbres de l'étage dominant-codominant, mais un dominé frotteur ou gênant, pour d'autres raisons que la lumière, peut être enlevé. Dans le cas de coupe sanitaire également, on va éliminer certains arbres dominés. L'éclaircie se mesure en intensité, donc la définition c'est un calcul. On va avoir une intensité en pourcent qui est égale au matériel enlevé divisé par le matériel avant. Donc trois manières de qualifier ce matériel: en nombre de tiges, où dans ce cas-là on a N enlevé sur N avant, en surface terrière, où on va retrouver G enlevé sur G avant, et enfin en volume, V enlevé sur V avant. Donc une formule à connaître par cœur, puisque chaque intervention devra être qualifiée en intensité, et on va donc retrouver ce pourcentage qui permettra de donner des objectifs d'intervention ou de commenter une coupe qui a été réalisée.
Le temps écoulé entre deux passages en éclaircie, c'est ce qu'on appelle la périodicité, qui va se faire entre l'éclaircie 1 et 2, mais aussi entre la 2 et la 3, etc. Donc cette périodicité n'est pas forcément régulière. On peut par exemple, dans le jeune peuplement, travailler avec une périodicité courte, alors que dans les peuplements plus âgés, une périodicité plus longue sera peut-être plus adaptée à la capacité de réaction du peuplement. Tout éclaircie est donc caractérisé par un type, nature, intensité, périodicité, donc un acronyme à mémoriser pour ne rien oublier. Donc dans l'exemple, on peut faire une éclaircie sélective, mixte, à 20%, tous les 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va travailler en choisissant les tiges individuellement, à la fois dans les tâches dominants, codominants avec quelques dominés, à 20% d'intensité, en coupant donc une tige sur 5, et on va revenir tous les 10 ans. Donc chaque type de sylviculture, comme la sylviculture dynamique, va avoir un TNIP un petit peu lié à cette logique sylvicole. Donc sur une sylviculture dynamique, on va avoir des sélectives par le haut, fortes en intensité et avec des périodicités plutôt courtes. Donc c'est ça qui va caractériser une sylviculture dynamique, ce sont des éclaircies menées avec ce TNIP. On va maintenant passer aux coupes de régénération. Sur le principe, on a fini d'améliorer les peuplements, ils ont grossi, ils sont arrivés à maturité. Donc là, on va en futée régulière associer régénération et récolte, puisque ce sont deux opérations qui vont se produire en même temps, plus ou moins simultanément. Donc dans un peuplement, on travaille bien à maturité, hein, sinon on ne parle pas de récolte, hein, et la régénération n'est pas un objectif quand on fait une éclaircie. Donc là, on a un exemple, on a le cycle bleu qui sera fini quand on aura fait la dernière coupe. Et donc on va lancer un nouveau cycle gris. Et dans le cycle bleu, on a une petite partie de ce cycle bleu qui est dédiée à la régénération et à la récolte. Donc on pense bien qu'on ne commence la régénération-récolte que quand on arrive au diamètre d'exploitabilité et quand on est également à la densité finale. Donc ça c'est la photo du peuplement avant de commencer récolte et régénération. La fin de régénération, elle va se retrouver plus tard en fonction de la méthode de régénération qu'on met en œuvre. On peut dans certains cas particuliers travailler plutôt en récolte, mais dans ce cas-là, on va couper des arbres qui ne seront pas encore au diamètre d'exploitabilité, et dans ce cas-là, on fera ce qu'on appelle un sacrifice d'exploitabilité, c'est-à-dire qu'on va couper le blé en herbe, on va couper des arbres qui ne sont pas encore optimum en termes de récolte. Donc on peut travailler en coupe unique, c'est le cas sur ce schéma, dans un peuplement à maturité toujours, avec toujours ce moment qui correspond au diamètre d'exploitabilité à la densité finale. Et là, on va faire une coupe rase et une régénération qui vont donc se faire très rapidement. Donc là, on peut travailler par plantation, c'est le grand classique après la coupe rase. La plantation peut d'ailleurs se faire 2 ans, 3 ans après la coupe rase en fonction des conditions. Et puis on a aussi dans certains cas la possibilité de régénération naturelle, c'est beaucoup moins fréquent, mais on va compter sur des semenciers voisins, plutôt à graines légères, du semi-acquis qui pourrait être déjà présent au moment où on fait la coupe, et enfin sur la banque de graines qui va être présente dans le sol, c'est-à-dire toutes les semences qui sont déjà tombées avant et qui vont pouvoir germer avec cette mise en lumière et ce réchauffement du sol. Attention, travailler en coupe rase, en coupe unique, ça a des conséquences. Conséquences importantes sur le sol, sur le cycle de l'azote en particulier, des phosphores. Donc ça va entraîner en général une dégradation des caractéristiques du sol. Et ça va également impacter l'équilibre mycorhizien, donc végétal, champignon dans le sol, puisqu'on va avoir un changement de fonctionnement mycorhizien qui ne va pas favoriser en général les essences forestières que l'on vise. Donc les coupes rases, les coupes uniques, ça peut marcher, mais ça a des conséquences qu'il faut anticiper. Ensuite, on peut faire une régénération naturelle avec plusieurs coupes. Donc là, les coupes sont étalées dans le temps et on va avoir quelque chose qui va montrer une intervention en plusieurs fois et sur une certaine durée de temps. Donc on est toujours au diamètre d'exploitabilité à la densité finale avant de commencer. Attention, là, c'est pas parce qu'il y a plusieurs coupes que ça change le moment du diamètre d'exploitabilité de la densité finale. Et on a une fin de régénération qui va se faire après un certain temps qui est de l'ordre de 10 à 15 ans maximum, c'est ce qu'on préconise dans la plupart des peuplements forestiers classiques. On va faire varier cette durée selon le tempérament, donc des essences de lumière plutôt une dizaine d'années, des essences d'ombre plutôt une quinzaine d'années.
Donc on va commencer par parler de la méthode des coupes par bande alternes. Donc là on a un peuplement qui est à maturité, dans lequel on va intervenir, et on va couper une bande sur deux pour obtenir de la régénération dans cette bande. Donc là l'intérêt c'est qu'on va avoir une protection latérale par le peuplement restant et des semenciers qui sont assez présents. Donc il faut quand même des graines assez légères ou en tout cas resserrer les bandes si ce ne sont pas des graines légères pour être sûr qu'on ait de la régénération partout. Après quelques années, donc ça peut être 2-3 ans, on va intervenir une deuxième fois avec une coupe finale qui va mettre à ras le peuplement et donc on va espérer retrouver de la régénération partout. Donc on a travaillé en deux coupes dans cet exemple. Autre possibilité, la méthode des coupes progressives, qui est un classique de la sylviculture du chêne et de la plupart des feuillus classiques en France, où on va travailler sur une première intervention en coupe d'ensemencement. Donc là, l'idée, c'est de conserver les semenciers, donc il va y avoir une coupe assez forte, souvent supérieure à 50%, qui va isoler des arbres et les mettre en situation de lumière pour qu'ils puissent se régénérer dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la première coupe, la coupe d'ensemencement. Ensuite, on a une deuxième coupe et d'autres coupes qui vont se produire, ce qu'on appelle les coupes secondaires. Donc c'est jusqu'à l'avant-dernière coupe, on appellera ça des coupes secondaires. Et là, l'idée est très simple. Quand un semencier est sur une tâche de régénération, il a fait le job, donc on va pouvoir l'exploiter. Et donc on va exploiter tous les semenciers sur tâche de régénération. Donc ça, c'était la première coupe secondaire. On revient plus tard pour une deuxième coupe secondaire, on voit que certains arbres ont pu se régénérer. On va les exploiter et il va nous rester à ce moment-là quelques semenciers. Donc là, on pourrait considérer que c'est le moment de faire la coupe définitive, c'est-à-dire la dernière coupe qui devrait correspondre au moment où tous les semenciers ont fait le travail. Donc là, on va exploiter les derniers semenciers et il nous restera uniquement la régénération naturelle au sol. Donc on va associer ces différentes coupes de régénération aux travaux de régénération. Donc dans les travaux de régénération, on a ceux qui sont destinés à assurer sa réussite. Donc l'extraction du sous-étage, là c'est tout simplement couper le sous-étage qui ne doit pas faire obstacle à la lumière que l'on va créer avec la coupe d'ensemencement. Donc c'est quelque chose qui peut être, on va dire, un travail puisqu'on n'arrive pas forcément à valoriser cette coupe du sous-étage. On a ainsi une mise en lumière du sol optimale. Donc on a dit que c'était au moment de la coupe d'ensemencement. En général, ça se fait avant la coupe d'ensemencement, ce qui permet de faire la coupe d'ensemencement dans de meilleures conditions en termes de visibilité et d'exploitation. On va également éventuellement améliorer le sol. Donc en régénération naturelle, avec un travail superficiel en général, on se limite au griffage, mais lors des plantations, on pourrait travailler de manière plus importante avec par exemple des labours. Ensuite, on peut prévoir des fossés de drainage dans les peuplements ou en limite des peuplements, de manière à descendre en niveau de nappe éventuel qui pourrait poser problème. On verra ça en pédologie. On va également protéger les semis contre le gibier. Donc là, on peut avoir des protections. Donc là, c'est un exemple de protection collective. On va faire un grillage autour de la parcelle en régénération pour la protéger. Ça, c'est dans le cas de régénération naturelle. On peut avoir des protections individuelles quand on fait des plantations. On va également procéder à des dégagements, une opération que vous connaissez déjà puisqu'on va la poursuivre dans les stades semis et fourrés après. On va également prévoir les cloisonnements pour travailler dans de bonnes conditions. En cas de régénération insuffisante, on peut prévoir des compléments de régénération, ça sera la même essence, ou un enrichissement, ce sera une essence différente. Quoi qu'il en soit, ces travaux se continueront au stade semis. Ce peuvent être les mêmes dans certains cas. Donc on parle de travaux de régénération avant l'exploitation du dernier semencier et avant de commencer le nouveau cycle, puisque dès qu'on aura commencé le nouveau cycle, c'est-à-dire au moment où on aura exploité le dernier semencier, on va lancer les travaux dits d'amélioration, même si ce sont éventuellement les mêmes que les travaux de régénération. Voilà sur ce tour rapide de la futée régulière. Bien évidemment, nous allons revenir plus tard sur ces opérations pour apprendre à les réaliser, puisqu'elles peuvent avoir des caractéristiques différentes en fonction des situations. Et donc, il faudra apprendre à choisir une intensité, une nature, une densité de désignation, bref, tous ces éléments qui vont caractériser toutes les opérations que nous venons de voir. Ce qui est sûr, et c'est un objectif non négociable, il faut absolument maîtriser le vocabulaire qui a été vu dans ces deux vidéos sur la futée régulière
pour bien comprendre ce qui se passe, pour en parler de la bonne manière et pour pouvoir faire la différence avec les opérations que nous verrons et qui seront menées dans les autres traitements comme la futée irrégulière ou le taillis sous futée ou sa conversion.